Alors, correction de l'exercice 16, donc un exercice un petit peu long, long et complet, on vous dit 40 minutes là dans le manuel, et donc il s'intitule « Quel carburant pour les véhicules flex-fuel ». Ce sont des véhicules, j'en ai déjà un petit peu parlé, où on peut mettre de l'éthanol dedans, à la place de l'essence, et donc je vous lis tout ça, l'essence combustible fossile peut être assimilée à de l'octane C8H18. Alors l'essence c'est quelque chose qu'on trouve dans le pétrole, comment on fait? Vous prenez donc du pétrole brut, il faut ensuite le raffiner, c'est-à-dire le chauffer, et en fonction de la température à laquelle vous chauffez, vous allez avoir des choses qui vont s'évaporer et pas d'autres, et donc vous séparez comme ça les différents constituants du pétrole. L'essence du coup en fait partie, et donc principalement dans l'essence c'est ce qu'on appelle de l'octane. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'octane, l'indice octane sur justement le carburant, il y a écrit samplon 95 ou samplon 98, et eh bien c'est l'indice octane, c'est la quantité d'octane qu'il y a dans l'essence. Nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est donc l'éthanol. Le fameux est un agrocarburant. Les véhicules dits flex-fuel permettent l'utilisation d'un carburant très riche en éthanol nommé superéthanol. Il fonctionne aussi à l'essence et consomme en moyenne 6,5 litres d'essence pour 100 km. Voilà. Donc c'est de l'éthanol produit à partir, je vous ai dit en France, donc des betteraves sucrières, dans le nord de la France surtout. Dans le monde, le gros producteur d'éthanol, c'est le Brésil, avec leur canne à sucre. Ils ont tellement de canne à sucre, donc ils produisent beaucoup de sucre déjà, c'est le premier producteur mondial, si je ne dis pas de bêtises, ou un des premiers en tous les cas. Et vu qu'ils en ont beaucoup, le sucre, à partir du sucre, on peut faire de l'éthanol, de l'alcool, ce qu'on appelle communément l'alcool. Et donc le mettre dans les véhicules, ça permet donc de limiter le recours aux énergies fossiles, donc à l'essence en partie. Donc dans cet exercice, l'objectif, si vous regardez la dernière question, c'est de calculer la masse de CO2 émis par kilomètre en fonction des véhicules. Et justement, vous avez un classement, d'accord, que je vous montre tout de suite. Donc voilà un classement. Cette étiquette permet de renseigner les émissions de CO2 des voitures neuves. Attention, on parle bien des voitures neuves à chaque fois. Elle comporte un classement de la lettre A à G. A, ça veut dire que forcément le véhicule émet peu de CO2, en l'occurrence 100 grammes par kilomètre. Et G, il émet plus de 250 grammes par kilomètre, donc là c'est vraiment énorme. En France, pour les voitures neuves, la moyenne est autour des 110 grammes par kilomètre pour les derniers véhicules. Et l'objectif, bien sûr, est de réduire à chaque fois cette quantité de CO2 émis à chaque kilomètre, puisque, vous savez bien, CO2, responsable du réchauffement climatique, etc. Et plus en fait vous allez émettre de CO2 au kilomètre, plus vous allez avoir un malus sur votre voiture, c'est-à-dire que si vous achetez un véhicule de classe G, vous allez payer plusieurs centaines, milliers d'euros par rapport à un véhicule de classe A. L'idée de l'exercice, c'est vraiment de savoir si un véhicule au superéthanol va produire moins de CO2 au kilomètre qu'un véhicule classique à l'essence, et ensuite de discuter de l'intérêt des véhicules à superéthanol. Donc question 1, écrire les équations des réactions de combustion complètes de l'éthanol et de l'octane. Donc je pense que la combustion de l'éthanol, vous allez la connaître par cœur, je reviens pas dessus, plus 3O2 donne 2 CO2 plus 3 H2O. Ensuite, l'octane, alors un petit peu plus difficile. C8H18, donc on a besoin de dioxygène, ça nous donne toujours du CO2 et de l'eau. Donc comment on équilibre ça? On commence par le carbone, C8 là-bas, donc du coup 8 CO2, d'accord, ici j'ai bien 8 carbone. H18, on passe aux hydrogènes ensuite, Je regarde avec la molécule d'eau ici, j'ai H2O, donc du coup j'en mets 9, 9 x 2, 18. Et puis, pour les oxygènes, alors 8 x 2, 16, plus 9, ça fait 25, donc là j'ai 25 oxygènes de ce côté. Il m'en faut aussi 25. Mes petits soucis, c'est O2. Alors du coup on est en le droit, je vous l'avais dit, de mettre 25 demi, on n'écrit pas un 12,5 par contre. On met vraiment 25 demi, comme ça on a bien 25 éléments oxygène. Ça nous permet d'avoir toujours une mole là-bas de combustible, et par convention on écrit les équations avec une mole de combustible, c'est plus facile justement ensuite pour faire la suite des calculs. D'accord? Donc je répète, on ne met pas 12,5, on met simplement 25 demi. Voilà pour la question 1. Question 2. Montrer que la masse de CO2 rejetée lors de la combustion d'un litre d'éthanol est de 1,51 x 10 puissance 3 grammes. Donc, question 2, vraiment classique, quelle est la masse de CO2 rejetée lorsque je brûle 1 litre d'éthanol dans mon moteur? Alors, pour ça déjà il faut déterminer la quantité de matière que j'ai dans 1 litre d'éthanol. J'ai quoi comme formule, vous vous rappelez, N égale petit m sur grand M pour un solide, ρ fois V sur grand M pour un liquide pur, et C fois V pour une solution aqueuse. En cas de l'éthanol, on a déjà fait dans l'année, c'est un liquide pur, du coup j'utilise petit m sur grand M, c'est-à-dire ρ fois V sur grand M. Je rappelle que la masse pour un liquide pur, je peux la remplacer par ρ fois V. Donc ça fait N égale ρ fois V sur grand M.
Attention aux unités, là on est en litres, et dans les données on vous donne bien ceci en grammes par litre, donc là on a des litres, et des litres ça va bien simplifier, des grammes par mol, donc les grammes aussi vont simplifier, j'aurai bien des mols à la fin, hein, puisque 1 divisé par des mols moins 1, ça me donne bien des mols à la fin. Donc c'est bon pour les unités, les valeurs, donc 789 fois 1 divisé par 46, avec 3 chiffres significatifs, du coup ça nous donne du 17,2 mol. Voilà. Ça, donc dans 1 litre d'éthanol, j'ai 17,2 mol. Maintenant, combien je forme de mol de CO2? Eh bien, regardez dans l'équation, à chaque fois que je brûle 1 mol d'éthanol, je libère 2 mol de CO2. Hein, donc c'est ce qu'on vous dit ici. Je peux écrire cette égalité. Le nombre de mols d'éthanol qui réagit divisé par 1 est égal au nombre de mols de CO2 formé divisé par 2. Autrement dit, le nombre de CO2 formé est égal à 2 fois le nombre de mols d'éthanol qui a réagi. Bon voilà, mettez ça comme vous voulez, ça c'est une équation qui marche à tous les coups, sinon vous faites comme je viens de le faire là à l'oral. Ça veut dire que du coup je produis 2 fois plus de CO2 que ce que je consomme d'éthanol, donc 17,2, et bien ça nous fait du 34,4. Alors, avec les arrondis, on est peut-être plutôt à 34,3, bon voilà, c'est pas, si vous tombez sur 34,3, effectivement c'est le calcul sans les arrondis. Ensuite, eh bien, il faut passer à la masse. Comment je fais ça? La masse de CO2, eh bien, c'est petit n fois grand M, hein, les formules classiques que vous connaissez maintenant. Soit donc 34,4 fois 44, ça fait ceci, 1,51 fois 10 puissance 3 grammes, donc environ 1500 grammes ou 1,5 kg de CO2. Voilà pour cette question. Question 3. En déduire la masse de CO2 rejetée par 1 litre de superéthanol contenant un volume de 85% d'éthanol et 15% d'essence. Eh bien, c'est un petit peu comme si je vous demandais de faire le calcul de votre moyenne avec des coefficients, c'est-à-dire faire une moyenne pondérée. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai une masse rejetée de CO2 pour l'éthanol, une masse rejetée de CO2 pour l'essence, et j'ai des proportions pour chacune de ces masses, c'est-à-dire 85% d'éthanol, 15% d'essence. Bon, et bien du coup, je vais simplement appliquer ces coefficients hein, qui vont pondérer la valeur finale. En l'occurrence, c'est 85% de 1500 grammes, qu'on vient juste de trouver ici, hein, donc 1,51 kg, et 15%, donc 0,15, de 2,310. Ceci me donne 1,63 kg. Donc vous voyez, ça, on voit là par exemple qu'on rejette moins de CO2 que en utilisant de l'essence. A priori là pour l'instant c'est plutôt une bonne nouvelle. Question 4. La surconsommation liée à l'utilisation du superéthanol s'évalue par rapport à la consommation d'un moteur essence. Justifier qualitativement qu'il n'est pas judicieux de dépasser le pourcentage volumique en éthanol de 85% dans un carburant d'un véhicule dit flex fuel. Donc on vous dit quoi? Eh bien regardez le petit graphique, on voit qu'au-delà de 85% d'éthanol dans le carburant, la surconsommation augmente considérablement. Eh bien oui, quand on utilise de l'éthanol, on l'a vu dans l'exercice précédent, vu que le pouvoir calorifique est moindre, il en faut plus, d'accord, en volume, pour dégager la même énergie. Du coup, c'est logique, c'est-à-dire que vous surconsommez, vous allez consommer plus de carburant. Et on voit que si on en met un peu plus de 85%, vraiment la consommation s'envole. Donc c'est pour ça qu'on se limite en partie à 85% d'éthanol. Question 5. Déterminer graphiquement le pourcentage de surconsommation lié à l'utilisation du superéthanol. Donc là c'est de la lecture graphique. Vous pointez donc sur 85% et vous tombez sur 37,5%. Alors là, bon, si vous avez trouvé 37, 38, hein, c'est entre, on voit que c'est entre 35 et 40, du coup on se dit bon allez 37,5 pour la surconsommation de carburant. Question 6. En déduire la consommation moyenne en litres au 100 km d'un véhicule flex fuel utilisant le superéthanol. Eh bien, dans les données, vous savez qu'un véhicule essence classique consomme 6 litres 4 au 100. Or, on vient de voir que la surconsommation était de 37,5%. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez 6,4 par 1,375, ou alors vous ajoutez 0,375 fois 6,4 à 6,4. Bref, vous faites ce que vous voulez comme méthode pour trouver le pourcentage en plus. Moi, je multiplie par 1,375 de façon plus simple. Et vous tombez sur 8,8 litres de superéthanol pour 100 km. Donc vous voyez, de 6 litres 4 en volume, vous passez à 8 litres 8. Question 7. Calculer pour chaque carburant, essence et superéthanol, la masse de dioxyde de carbone rejetée pour 1 km. Eh bien, on va du coup diviser par 100 simplement la consommation pour 100 km. On sait que pour 100 km, on va consommer avec de l'essence 6 litres 4. Donc du coup, pour 1 km, je divise par 100. Et avec le carburant essence, la consommation vaut 0,064 litres au 100. C'est simplement divisé par 100. Or, la combustion d'un litre d'essence, ça libère, donc on a dit, 2310 grammes de CO2, ça c'est dans les données. Donc
2,3 kg environ, hein, la libération de CO2 par kilomètre parcouru est donc de 2310 fois 0,064, c'est-à-dire 148 grammes au kilomètre. D'accord? Donc simplement, voilà, c'est un produit en croix. 1 litre, ça libère 2310 grammes de CO2. Je consomme pas 1 litre, je consomme 0,064, donc je multiplie et ça me donne 148 grammes au kilomètre. Voilà pour l'essence. Pour le superéthanol maintenant, eh bien la consommation, donc pareil, c'est 8 litres 8 au 100, du coup on divise par 100, ça nous donne 0,088 litres au kilomètre. Et donc je multiplie donc, par les valeurs, attention, là on a trouvé 1630 grammes de CO2 au kilomètre, fois 0,088, ça nous donne 143 grammes au kilomètre. Dernière question, question 8. Attribuer la lettre d'émission de CO2 pour ce véhicule flex-fuel s'il fonctionne avec de l'essence ou avec du superéthanol. Donc, on regarde les valeurs maintenant. Que le véhicule flex-fuel roule à l'essence ou au superéthanol, il est toujours de classe D. Eh bien oui, regardez, 148 et 143 grammes. Si vous regardez dans le tableau de départ, c'est toujours de classe D. Et donc on se dit, mais alors quel est l'intérêt de rouler au superéthanol d'un point de vue environnemental? Eh bien, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, les betteraves ou la canne à sucre ou n'importe quelle plante que vous faites pousser, elle absorbe du CO2 dans l'atmosphère. Et tout ce CO2 absorbé pendant la croissance de la plante, il est réémis pendant la combustion dans la voiture. Donc en fait, c'est un cycle où vous ne changez pas la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est bien l'objectif. En revanche, pour l'essence, eh bien, ça fait des millions d'années que c'est stocké dans le sol, et vous le sortez, vous le rajoutez dans l'atmosphère, donc là c'est bien en plus. Je vous mets un lien dans la description vers un C'est pas sorcier qui explique ça avec des petits schémas et un petit peu plus longuement que moi, mais voilà, le principe est celui-ci. Donc bilan, au niveau des avantages, eh bien, ça permet d'avoir une autonomie qui est comparable aux voitures essence ou diesel. C'est pas comme la voiture électrique où vous avez que 4 ou 500 km d'autonomie, donc ça peut plaire aux consommateurs. Vous avez une modification du parc qui est mineure, c'est-à-dire que toutes les voitures essence ou presque sont compatibles avec quelques modifications, mais vous pouvez acheter des boîtiers faits pour ça et ça convertit votre voiture à l'éthanol. Donc c'est pas des grosses modifications, vous voyez, c'est pas comme passer d'une voiture essence à électrique, où là c'est complètement impossible. Et pour l'instant, il y a un avantage financier puisque l'État encourage ce type de véhicule avec un carburant qui est environ 2 fois moins cher en temps normal, si je puis dire, par rapport à l'essence. Au niveau des inconvénients, eh bien, on voit que c'est pas généralisable, c'est-à-dire qu'il faut faire rentrer en compétition les surfaces agricoles, donc entre ce que vous voulez faire pousser pour donner à manger aux gens et pour remplir le réservoir des voitures. Bon, du coup, si derrière c'est pour avoir une flambée des prix alimentaires, c'est pas souhaitable. Dernière chose, il faut pas croire que c'est quelque chose de tout récent, l'éthanol. La première voiture de série, donc la Ford T, qui a été vendue dans les années 1910-1920, elle était prévue à la base pour fonctionner avec de l'alcool. Sauf que, finalement, il y avait pas mal de désavantages, justement, il fallait produire l'alcool, etc., via, encore une fois, des surfaces agricoles. Vu que c'est aussi l'essor du pétrole, où là, vraiment, il n'y avait qu'à creuser pour trouver du pétrole, et bien, ça a été supplanté par l'essence et plus tard le diesel. Voilà pour cet exercice, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me contactez via l'ENT ou en classe virtuelle.